Après donc cette introduction sur le nouveau cadre, en quelque sorte, du business en Afrique, eh bien, on va essayer d'aller un peu plus loin et de se positionner sur les modèles porteurs, en quoi ils peuvent donc là aussi favoriser une meilleure croissance et un meilleur développement du continent. On va parler de modèles inclusifs, de modèles collaboratifs, de modèles ascendants peut-être, et puis avec un mot en quelque sorte qui va cimenter tout ça, c'est l'impression qu'on va avoir peut-être, c'est la question de l'innovation qui pourrait cimenter en quelque sorte tous ces nouveaux modèles porteurs ou la fertilisation, pour reprendre le beau mot de Vincent Lalu, le président donc du MOSI. Alors, si vous voulez bien, j'appelle par ordre alphabétique, je les présenterai un peu plus loin, mais Samir Abdelkrim, journaliste consultant, venez me rejoindre si vous voulez bien à la tribune. Toujours par ordre alphabétique, j'appelle François Guibert de l'île Maurice, qui dirige l'Economic Development Board de l'île Maurice. Ensuite, il y a Lamia Merzouki que j'ai vu tout à l'heure. Bonjour Lamia, qui nous venez du Maroc, directrice adjointe. Installez-vous, voilà, installez-vous. Directrice adjointe du Casablanca Finance City Authority, qui est une initiative très intéressante qui a lieu actuellement au Maroc. Voilà donc François Guibert et Lamia Merzouki qui m'ont rejoint. Christina Ribaud, est-ce qu'elle est arrivée, Christina? Voilà, bonjour madame. Vous êtes la responsable de l'Open Innovation chez Air France et notamment responsable du fonds d'accélérateur corporate d'Air France. Voilà. Et puis, devait être avec nous, mais malheureusement, il est malade, et une maladie africaine en quelque sorte. Donc c'est un peu comme quoi il y a encore des choses à faire, bien évidemment, sur le continent en matière de santé. Nous devions être avec Stanislas Zézé, qui devait venir de Côte d'Ivoire, qui est un des financiers aujourd'hui les plus respectés de la nouvelle génération en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous. C'est dommage. On espère qu'il aura un prompt rétablissement parce qu'il a monté Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation en Afrique francophone. Et elle est particulièrement innovante parce que contrairement à Fitch et aux autres, elle fait ses ratings en monnaie locale. Et évidemment, ça change tout. Voilà. Merci à vous tous. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà, je vais me mettre ici. Allez, si vous voulez bien, à côté de vous, madame. Je vais vous présenter rapidement donc Samir Abdelkrim, journaliste consultant, je le disais tout à l'heure. Il a monté Emerging Valley, qui est un sommet international qui a lieu à Aix-Marseille tous les ans et qui a pour objectif de faire de ce territoire un hub incontournable entre la France et l'Afrique. Et puis, il est venu avec un livre. Vous l'avez pris, votre livre ? Voilà, il a écrit un livre tout à fait passionnant qui a été préfacé par Xavier Niel, qui s'appelle Startup Lion ou Startup Lions, si on le prononce à l'anglaise. Un livre sur la tech africaine, et il est allé à la rencontre pendant plusieurs mois, presque avec un bâton de pèlerin, Samir, eh bien, à la rencontre de ces écosystèmes numériques qui se montent du Rwanda au Nigeria, en passant par la Tunisie, le Sénégal ou d'autres. Voilà. Vous nous direz un peu comment vous voyez les choses, hein, ce que je disais tout à l'heure sur cette fertilisation, en quelque sorte, des modèles porteurs pour le bien de l'Afrique. François Guibert, donc, vous êtes le patron, le directeur général de l'Economic Development Board de l'île Maurice, qui est une structure unifiée qui a été mise en place sur l'île, qui vise à la promotion des investissements, la facilitation des affaires, des services financiers, mais aussi de planification stratégique et de développement économique. Il nous dira comment l'île Maurice aujourd'hui est le numéro 1 dans le classement Doing Business, par exemple, sur les pays de l'Afrique. Lamia Merzouki, je le disais, donc, le Casablanca Finance City Authority, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un hub tout à fait original, un hub économique et financier qui a été mis en place à Casablanca, qui est une des places financières les plus importantes, évidemment, avec Johannesburg du continent, et qui vise à encourager des institutions ou des entreprises à être membres de ce hub, en quelque sorte, afin d'investir et de mener leurs activités et échanger les bonnes pratiques depuis Casablanca à destination de l'Afrique. Et puis donc Christina Ribaud, je l'ai dit tout à l'heure, Air France, vous desservez 50 lignes, hein, bien évidemment, en Afrique. Vous avez vu dans le classement, hein, la compagnie la mieux notée par les décideurs en Afrique. Eh bien, vous avez décidé de monter une structure d'open innovation que vous dirigez. Et puis donc ce fonds d'accélérateur corporate Air France, bien évidemment, vous êtes amené à travailler avec des startups africaines. Voilà, vous nous direz tout ça. Allez, mon cher Samir, on va démarrer avec vous. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Inclusif, collaboratif, ascendant. Est-ce que vous avez vu tout ça dans votre tournée en Afrique, vous qui planchez sur donc
cette innovation en Afrique, alors qui est présentée comme une réalité par certains, peut-être par un mirage comme par d'autres, qui parlent d'une superbe storytelling qui n'empêche pas l'Afrique de devoir changer à tout bout de champ et que ce n'est pas l'innovation qui lui permettra de brûler les étapes, en quelque sorte, il n'empêche. Qu'avez-vous vu? Quel est votre ressenti? Et est-ce qu'on est dans des modèles porteurs, évidemment, cimentés par l'innovation? Bonjour à tous, ça dépend combien de temps j'ai. Des paroles assez courtes pour que la parole puisse tourner. Voilà. Allez, 4-5 minutes. Okay. Alors, mais la parole vous reviendra, ne vous inquiétez pas. Parlez bien dans le micro. D'accord. Alors, tout d'abord, merci beaucoup au MOSI et au Océan de m'avoir invité. Donc, concrètement, quand on parle d'innovation en Afrique, il faut vraiment mettre de côté tous les modèles que l'on connaît, en particulier les modèles le modèle un peu paradigmatique dont on parle lorsque l'on parle d'innovation, qu'on parle de licorne, etc. C'est-à-dire ce modèle d'une innovation qui serait un peu le fruit aussi de l'investissement public, ce qui est l'histoire en fait de la Silicon Valley. C'est que ce qui a donné naissance aux licornes de la Silicon Valley, c'est d'abord et avant tout l'investissement massif de l'État, et en particulier du complexe militaro-industriel, les alliances avec le ministère de la Défense, les grandes universités, une politique d'attractivité des talents du monde entier, et aussi l'essor de l'industrie du capital risque qui a été financé justement aussi par l'État. Lorsqu'on va dans les pays africains, c'est complètement autre, c'est complètement différent. Alors ce travail de recherche que j'ai fait entre 2013, 2014 et 2017, donc c'était d'aller sur le terrain, dans 25 pays d'Afrique pour documenter et mettre en lumière et comprendre un peu comment cette innovation et comment ces écosystèmes start-up africains voyaient le jour et essayer d'agir au quotidien pour transformer le quotidien de leurs concitoyens, des communautés dans les secteurs essentiels. Il faut savoir que c'est une innovation qui touche d'abord et qui vise d'abord à apporter du mieux-être, à apporter des solutions aux problèmes des populations souvent les plus fragiles. Lorsque l'on va à Lagos, lorsque l'on va à Abidjan, lorsque l'on va à Nairobi, l'objectif, c'est d'abord d'apporter des solutions aux problèmes de la base de la pyramide. Alors lorsque l'on parle donc c'est pour ça que c'est toujours très important de faire la distinction avec justement ce qui se fait ailleurs. On parle là, dans cette innovation africaine, d'une innovation pour le bien commun. Oui. Et par opposition à ce que l'on valorise à plusieurs milliards de dollars en Occident, qui est plus une innovation d'optimisation, parfois même une innovation frivole. Là, on est vraiment dans de l'innovation où l'humain est au centre. Alors Samir, est-ce que les choses changent? Vous qui avez donc observé tous ces écosystèmes, est-ce qu'ils se structurent? Est-ce qu'ils se professionnalisent? Et est-ce que ce sont véritablement donc de ces fameux modèles porteurs aujourd'hui qui donnent le là, qui donnent le rythme, ce dont on parle là dans notre libellé, de nouveaux modèles porteurs en Afrique? Est-ce que c'est vraiment ces écosystèmes qui donnent le là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ces écosystèmes ont d'abord été créés par les entrepreneurs eux-mêmes. Oui. Ce sont les communautés tech, les communautés entrepreneuriales. Vous allez à Dakar, vous allez à Lagos, vous allez à Nairobi. Ce sont les entrepreneurs qui ont créé leur propre écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont créé leurs propres incubateurs, ils ont créé leurs propres fonds d'investissement. Ils ont véritablement porté eux-mêmes leurs propres écosystèmes. L'État a été largement inexistant à l'origine. C'est ensuite que la puissance publique intervient pour essayer d'appuyer et de généraliser ces écosystèmes. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'initiatives et il y a beaucoup d'écosystèmes qui arrivent à un certain degré de maturité dans les pays africains. Par exemple, on valorise l'écosystème de Lagos au Nigeria à 2 milliards de dollars, alors qu'il y a 10 ans, il n'y avait même pas d'incubateur. Donc l'économie tech. Mais encore une fois, il y a par exemple des États comme la Tunisie qui là, dans un esprit collaboratif de co-construction, a mis au point l'une des législations les plus pro-start-up du continent africain, avec le Tunisian Startup Act, qui visait d'abord à améliorer l'écosystème, mais surtout à freiner l'exode des talents. On en a parlé juste avant, pour pousser les jeunes entrepreneurs à rester. Mais on est encore très loin.
Il y a aussi le Rwanda, bien sûr, le Rwanda qui est très proactif en matière d'innovation. Pour donner un exemple, pour mettre fin à la corruption des fonctionnaires, donc le Rwanda est en train de numériser l'intégralité de son administration en travaillant avec l'écosystème et avec les communautés. Mais juste pour finir, c'est pas encore Byzance, c'est pas encore la panacée. Il y a quelques jours, GSMA a produit une étude. Donc GSMA, c'est un think tank très sérieux sur la mobile economy qui a un peu screené les écosystèmes africains avec les plus et les moins. Et sur une vingtaine d'écosystèmes, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya, etc., sur une vingtaine d'écosystèmes, la majorité, ce n'est la quasi-majorité, à quelques exceptions, dans les challenges, c'est l'absence ou le très faible soutien des autorités, des pouvoirs publics aux écosystèmes. Donc ça veut dire qu'on est au tout début et on est encore loin il y a encore énormément de chemin à parcourir. Bon, c'est intéressant de nous donner l'exemple de la Tunisie, l'exemple du Rwanda, l'exemple du Nigeria qui est totalement bouillonnant, bien évidemment, et totalement différent. Il y a plus de 2000 startups, par exemple, qui seraient au Nigeria, et on a tous en tête, bien évidemment, le CC Hub qui a été mis en place à Lagos, qui est effectivement totalement frénétique. Il reviendra vers nous parce qu'il nous parlera peut-être aussi de ce que les bailleurs de fonds, aujourd'hui, commencent aussi à changer de perception et à être peut-être dans un financement plus privé de l'innovation, qui favoriserait tous ces fameux modèles inclusifs, collaboratifs et ascendants. Ce sera intéressant d'en parler. Alors, je me tourne vers vous, ma chère Lamia Merzouki, parce qu'il n'a pas cité le Maroc, mais il aurait pu citer le Maroc dans ces pays où il y a une véritable volonté établie, planifiée, en quelque sorte, qui a été faite, de se développer par l'innovation. Alors, en quoi le Casablanca Finance City Authority, qui est quelque chose de tout à fait original en Afrique aujourd'hui, est un modèle porteur pour l'économie du pays et puis plus largement pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En quoi c'est porteur? Merci Arnaud et bonjour à tous. Parlez bien dans le micro, madame, voilà. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Il faut coller carrément. Vous m'entendez là? Voilà, c'est bien. Okay. Je dirais que Casa Finance City est porteur à un niveau africain, d'abord parce que c'est une place financière qui a été initiée par des Africains pour des Africains. Et d'ailleurs, une entreprise ne peut être éligible à Casa Finance City que si elle a une vocation africaine, sinon elle n'est pas acceptée dans la communauté CFC. Ça, c'est la première chose. Porteur, en fait, sur plusieurs dimensions, à mon sens. Porteur sur le plan financier, parce que l'une de nos vocations majeures, c'est de drainer les financements internationaux et de les flécher vers le continent. Et comme vous savez, c'est quelque chose qui est pas si évident que ça. Oui. Les pays, quand vous prenez les pays pris séparément, ils ne vivent pas du tout sur les radars internationaux parce que c'est des pays qui n'ont pas l'échelle, qui n'ont pas la masse critique. Juste peut-être pour rappel, l'Afrique dans son ensemble, le PIB de l'Afrique dans son ensemble de manière consolidée, des 54 pays, est inférieur à celui de la France. Donc on est vraiment loin en termes de taille critique. Et nous, par rapport à ça, on a pu innover en promouvant des nouveaux modèles innovants, comme le fonds Africa 50, qui est le fonds donc Afrique 50 lancé par la Banque africaine de développement. On pourra en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, donc porteur sur le plan financier, porteur également en termes de connaissances terrain sur l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, Casa Finance City, c'est une communauté de plus de 180 membres qui travaillent tous sur l'Afrique et qui sont vraiment en prise avec la réalité du terrain. Qui ont la bonne expertise, les bons réseaux, les bons savoir-faire. Aujourd'hui, cette connaissance, elle est un peu éparpillée, elle est un peu diffuse et elle est presque informelle, elle est peu structurée. Et l'idée chez nous, c'est vraiment de la structurer, de la consolider pour la mettre au service de toute la communauté. Porteur ensuite d'un nouvel état d'esprit, en fait, d'un nouvel état d'esprit qui est une Afrique, un nouveau visage de l'Afrique, qui est une Afrique moderne, audacieuse, dynamique, énergique, une Afrique qui est altruiste, qui serait inclusive. Décomplexée. Complètement. On espère. En tout cas, nous, c'est pas CFC en soi, c'est la communauté des entreprises et qui travaillent donc sur l'Afrique à partir de Casablanca. Et d'ailleurs, quand je dis moderne, on se positionne clairement sur les nouveaux segments, sur les fintechs, sur la finance verte, par exemple. Donc sur les fintechs, on pousse le régulateur à faire, par exemple, tout ce qui est test, les sandbox. Et également, on va bientôt lancer le African Innovation Lab, qui est un lab dédié à l'Afrique, en collaboration avec AFI, qui est donc l'Alliance pour l'inclusion financière,
L'objectif, c'est d'améliorer l'inclusion financière en Afrique. On va lancer cela avec des Chinois, d'ailleurs. Ah, c'est dommage, ça. Et ça permet de travailler effectivement sur les compétences, sur les technologies, leur mise en place, etc. Voilà. Alors aussi porteur également, et ça c'est vraiment important parce que vous en parliez au début, en termes d'accélération de réformes. Et ça, c'est vrai que Casa Finance City a été lancé en 2010 et il a été conçu au départ comme un instrument de modernisation de l'économie marocaine et comme un catalyseur de réforme. Et c'est vrai qu'au départ, ce qui était possible à Casa Finance City seulement, comme la création d'entités en 48 heures, aujourd'hui, ça a été généralisé au royaume dans son ensemble. À Casa Finance City, par exemple, vous pouvez recruter autant d'étrangers que vous le souhaitez sans aucune restriction et vous pouvez avoir le permis de travail en quelques jours. Et c'est quelque chose qu'on souhaite, je pense que c'est porteur parce que ça, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment échanger en termes de meilleures pratiques avec les autres pays et on a des accords avec 17 pays par rapport à ça. On reviendra d'ailleurs effectivement sur comment ça peut être dupliqué, ce modèle tout à fait particulier au Maroc dans l'Afrique subsaharienne. Mais alors, ces entreprises qui sont membres, il y a des entreprises du CAC 40, il y a des grosses ETI, il n'y a pas que des entreprises françaises, bien évidemment. Est-ce que ça se traduit en termes de business, de nouveaux business avec l'Afrique? Est-ce que c'est monétisable aujourd'hui déjà? Est-ce que vous arrivez à le faire, à monétiser cette initiative? On y est déjà ou pas encore? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2010, on a traversé notre premier cycle de vie, les premiers 7 ans jusqu'à 2017. On a beaucoup travaillé sur le cadre légal, réglementaire, fiscal, sur le hard. Ce dont vous êtes en train de parler, c'est une autre étape encore, c'est le soft. Et aujourd'hui, justement, on est en train de travailler sur cette intelligence collective de la communauté, à savoir comment les entreprises qui, prises individuellement, créent déjà de la valeur et ont déjà de la performance, comment ensemble, elles peuvent créer encore plus de valeur. C'est un peu ça votre question, comment elles peuvent créer plus de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Et vous me disiez quand je suis au téléphone, elle m'a dit on est comme un jardin et on Exactement. essaie de voir ce qui va sortir des plantes. Tout à fait, on fait du jardinage d'écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous décider pour les entreprises, on peut seulement mettre en place les conditions d'émergence de cette intelligence collective et c'est quelque chose qui est très subtil. Le capital social, le capital immatériel est quelque chose de très subtil. Encore une fois, il ne se décrète pas. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser les relations de confiance, les partenariats, des deals communs, d'aller répondre ensemble à des appels d'offres. Et c'est des choses qu'on voit de plus en plus qui commencent à se mettre en place. Alors, je me tourne vers vous, avant de revenir vers vous, bien évidemment, sur ce côté de la duplication. En quoi aussi vous êtes sur un modèle collaboratif? Bon, on l'a vu un petit peu, mais comment on peut aller encore plus loin et ascendant, bien évidemment. Alors, je me tourne vers vous, François Guibert, du côté de l'île Maurice. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est intéressant, c'est que l'île Maurice a une réflexion, c'est un des pays les plus riches d'Afrique. Alors, est-ce vraiment en Afrique, quelque part? On peut se poser la question. Bien évidemment, ça l'est d'un point de vue géographique. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Economic Board est venu vous chercher parce que vous étiez un ancien de chez ST Microelectronics et que vous avez passé une grosse partie de votre carrière en Grande Chine. Est-ce à dire que Maurice, aujourd'hui, cherche des modèles porteur d'avenir déjà, de se projeter déjà, de sortir de ce qui a fait son excellence, le tourisme et le manufacturier, notamment le textile, d'en sortir et pour toujours avoir une étape d'avance en quelque sorte à la recherche de ces nouveaux modèles porteurs? Alors Maurice déjà est à la croisée des chemins entre l'Europe et l'Asie justement pour être une base vraiment, je dirais, de centre régional pour dialoguer avec le continent africain. Oui. Je voudrais rectifier votre statement, c'est-à-dire que nous sommes partis depuis 1963 à la création de l'Union africaine. Nous sommes donc un pays africain, effectivement basé dans l'océan Indien. Et nous avons aussi beaucoup de relations avec toutes les îles de l'océan Indien. Donc, oui, effectivement, un côté peut-être high-tech, mais j'allais dire, le côté high-tech, il est surtout pour mettre en valeur aussi l'ensemble, je dirais, de l'économie. Je cherche à accélérer ce qui se passe de bien dans les secteurs déjà existants, parce que sur la canne à sucre, le textile ou la finance, il y a des choses qui marchent extrêmement bien, même s'ils ont subi beaucoup de compétition dans les 2 premiers. 2, diversifier, il y a des nouveaux secteurs dans le transport, dans l'énergie, dans lequel ce sont des secteurs matures, mais qui ont encore de grands potentiels de croissance à Maurice. Et 3, effectivement, d'innover en regardant un petit peu tous les secteurs, fintech, high-tech au sens large.
Ça peut aller de la biotech et de la pharmacie jusque justement à l'intelligence artificielle. Et nous faisons beaucoup de choses. Nous avons fait une grande conférence sur l'intelligence artificielle fin novembre. Il y avait 600 personnes, il y avait des speakers du monde entier, des Américains, des Européens, des gens du Middle East et de l'Inde. Et nous avons pu faire une conférence qui, pendant 3 jours, a essayé de montrer que justement l'intelligence artificielle n'était pas si artificielle. Il y a beaucoup de hardware et de software, et peut être mise à la portée, je dirais, de l'ensemble des industries, soit dans le textile pour l'automatisation et la robotique, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la santé, dans la médecine, enfin, etc. Donc, on a essayé de démontrer que ces secteurs n'étaient pas justement artificiels et lointains et compliqués, mais pouvaient effectivement se mettre bien en œuvre à l'île Maurice. Et c'est facile de se positionner sur ces secteurs émergents que vous citez, les bioéthiques et biotech, les sciences de la vie, l'éducation. Vous êtes très branché, par exemple, pour faire venir des grandes écoles. Est-ce qu'il y a le soutien du monde économique? Est-ce que tout le monde va dans le même sens? Est-ce qu'il y a le soutien de la population? Est-ce que la population a l'impression de s'y retrouver par cette collaboration globale? Alors, écoutez, je ne suis pas journaliste, mais moi, en tout cas, on travaille justement pour faire tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la biotech, on essaye de faire venir des compagnies qui seraient capables, par exemple, de faire la détection de maladies tropicales de façon électronique à travers le semi-conducteur, et donc à quelques heures détecter la plupart des maladies tropicales. Et Dieu sait qu'en Afrique, il y en a un certain nombre qui sont effectivement très présentes. Nous avons créé l'EDB lui-même, une association de FinTech, pour justement attirer et être le centre de FinTech pour l'Afrique et l'océan Indien. Nous avons embauché un spécialiste qui était en Afrique, qui avait 15 ans d'expérience. C'est le managing director de cette association. Il va regrouper l'ensemble des startups et des grandes banques de l'île Maurice. Il y en a 21, nationales et internationales. Et nous allons lancer justement cette association officiellement dans les mois qui viennent. Nous avons, et sur l'intelligence artificielle, nous considérons que justement un certain nombre de processus peuvent être appliqués déjà au secteur industriel existant. Sur l'éducation, ça a été mentionné, c'est un des points les plus importants. Oui. Effectivement, dans la stratégie de l'EDB, l'éducation et la connectivité sont au centre. Parce qu'il faut plus d'ingénieurs, plus de techniciens. Il y a déjà un très bon niveau, mais on voudrait plus de spécialistes et surtout plus de volume. Quand un certain nombre de compagnies viennent me voir, ils veulent effectivement non pas une trentaine d'ingénieurs, mais 300 de plus. Donc, parce qu'ils veulent justement construire progressivement leur regional headquarter ou leur competence center sur l'île Maurice, qui a un certain nombre de caractéristiques assez uniques. Je pense que nous avons une dizaine de caractéristiques sur la stabilité politique, la protection de l'IP, justement, je veux dire, une éducation tout à fait à la pointe. Nous avons un niveau de sécurité pour les personnes, pour les entreprises et pour les data qui sont très importantes. Nous sommes 20e dans le Ease of Doing Business, au-delà premier de la en Afrique, plupart, et premier en Afrique. Mais 20e dans le monde, c'est quand même quelque chose de très important dans lequel nous travaillons. Notre Premier ministre a formé un comité justement pour le rendre encore plus visible dans l'ensemble des acteurs des différents ministères de l'île Maurice. Nous avons effectivement aussi un trait effectivement structurel, taux d'imposition qui est bien connu et relativement bas. Et nous avons surtout une capacité à gérer un certain nombre de monnaies, un free flow of currency, si je puis dire en anglais, qui permet effectivement, je dirais, et qui est je le sais, un problème assez récurrent, je dirais, dans les pays africains. Sans compter, bien sûr, le lifestyle de l'île Maurice, que je présume je n'aurais pas besoin de vendre. Donc, ces caractéristiques-là, certains pays africains les ont, mais sûrement pas toutes comme nous. Et je pense que, bien que, bien sûr, les grandes compagnies ou les compagnies de taille moyenne pourraient s'implanter pour le manufacturing et la vente dans le pays, localement, bien sûr, en Afrique, proche de leurs clients et de leur marché, un certain nombre de positions qui sont des dénominateurs communs, que ce soit pour l'IT, la finance, les ressources humaines, la communication, le training.
tout ça peut être centralisé et ne pas être dupliqué dans les 55 pays africains. Les NTIC, c'est déjà, je regardais en préparant ce rendez-vous, 6 à 7% de votre PIB. Et on peut citer Accenture, par exemple, qui est une grosse plateforme aujourd'hui de développement de logiciels. Bon, le but, ce sera d'être une économie de type développé, bien évidemment, d'ici, je ne sais pas, une ou deux générations. Alors, je me tourne vers vous, Madame Ribaud, avant de repasser la parole à Samir, qui va nous dire un peu, qui va nous parler des bailleurs de fonds, pour qu'ils soient plus dans une logique d'entrepreneuriat. Puis après, vous nous direz ce que vous pensez de l'exemple du Maroc et de Maurice, peut-être. Alors, Madame Ribaud, Air France, très impliquée, bien évidemment, en Afrique. L'open innovation, comment se traduit-elle vers l'Afrique? Et comment, en quelque sorte, vous travaillez à un modèle plus inclusif? C'est dans l'intitulé de notre table ronde, un modèle plus inclusif qui, effectivement, intègre des start-up, des entités, etc., africaines dans vos solutions techniques, marketing chez Air France. Bonjour à tous. D'abord, je vais peut-être revenir quand même sur la création de la démarche pour mieux comprendre comment elle a été faite à Air France et qu'est-ce que ça signifie finalement et après comment on déploie cette démarche, y compris dans les pays africains. Donc là, j'ai fondé en fait cette démarche d'open innovation et un accélérateur StarTech il y a maintenant un peu plus de 4 ans à Air France. Et en fait, pour bien comprendre ce que c'est qu'un accélérateur, surtout pour un corporate, parce qu'on finalement on gère pas des startups en direct, vraiment, on est là pour accélérer des démarches avec des startups. Donc pour bien comprendre, je pense que déjà d'une innovation, pour nous, ce qui compte, c'est de pouvoir accélérer le time to market d'une innovation. D'accord. Mais on a bien conscience que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire tout seul et que pour pouvoir le faire, il faut vraiment le faire dans le cadre d'un écosystème et que notre rôle à nous, c'est de s'impliquer dans cet écosystème pour le faire grandir, pour aider les innovations à grandir, à trouver leur marché et pouvoir se développer très vite. Et pour nous, c'est la rencontre vraiment de 3 acteurs qui sont les grands groupes, les investisseurs, les startups. Et je pense que tout ça s'articule autour de ces 3 fondamentaux. Et toute notre démarche aujourd'hui, depuis 4 ans qu'on mène à Air France, c'est une démarche qui consiste à passer, à nouer des partenariats avec l'écosystème pour pouvoir faire se rencontrer à la fois les acteurs internes d'Air France qui vont innover, et ils sont nombreux, on n'a pas de direction d'innovation, on n'a pas de centralisation d'innovation Air France, l'innovation se fait dans chacun des métiers d'Air France, et depuis des années. Donc on cherche à réunir ces acteurs de l'innovation d'Air France avec tout l'écosystème des accélérateurs, des accélérateurs externes, des incubateurs, et où est-ce que vous en êtes en Afrique là-dessus? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez pu mettre en place et qui intéressent l'écosystème du numérique africain? Voilà, donc on a eu la même démarche depuis 3 ans en Afrique, où on a commencé, alors on était très pragmatique sur l'Afrique, parce que autant Air France vient effectivement, comme vous l'avez dit, depuis très nombreuses années en Afrique et connaît bien l'Afrique, le continent, autant côté innovation, on est parti, on ne savait pas vraiment quels étaient les domaines les plus pointus en Afrique, où est-ce que ça se développait. On voyait bien qu'il y avait une forte émergence des startups, mais on maîtrisait très mal le sujet. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'était d'abord d'un peu d'explorer le marché. Donc on a commencé par travailler avec un partenaire, My African Startup, que peut-être certains connaissent ici, peut-être même qui est dans la salle, qui est un entrepreneur, qui travaille avec HEC aussi, et qui nous a permis de dresser tout un palmarès des 100 meilleures startups, pas meilleures startups, mais des 100 startups où investir en Afrique. Donc quelque part qui nous permettait, au travers de l'ensemble des pays africains et de dresser une sorte de cartographie de ce qui pouvait exister en Afrique en termes de thèmes, de croissance, etc. Et c'est à partir de ces ensembles de thèmes qu'on s'est dit, maintenant Air France va aider et supporter les thèmes qui sont les plus proches de nous, pour lesquels on peut avoir une vraie valeur ajoutée. Et là, on a retrouvé des thèmes comme la fintech, comme le développement responsable qu'on soutient. Et puis d'être dans les métiers, ou dans les solutions marketing, mieux répondre à la clientèle africaine en termes de fidélisation, de prix, de fréquence, d'offres marketing à bord, etc. Est-ce que vous pouvez travailler avec des solutions africaines là-dessus? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Donc on lance des challenges. Donc on a travaillé avec MyAfrican et après ensuite on a travaillé à lancer des challenges avec Africa Arena qu'on mène chaque année.
qui est un pont entre la French Tech et Africarena, qui se représente l'ensemble des startups en Afrique avec ces grands événements qui a lieu de façon annuelle au Cap. Et dans ce pont aérien, donc dans ce pont, pas aérien, pardon, Oui. mais dans ce pont entre la French C'était un Tech, joli, c'est pas un joli lapsus. jeu de mots, Oui. mais entre ce pont entre l'écosystème français et l'écosystème africain, on lance des challenges. Donc on en a lancé un sur la FinTech, et là on a des exemples très précis de start-up à la fois françaises qui vont pouvoir se développer en Afrique, ou réciproquement de start-up africaines comme WeCashUp, qui vont nous permettre justement de développer le e-commerce, qui était très difficile au niveau de l'Afrique, parce que pour Air France, vendre des billets d'avion sur le e-commerce, c'est pas toujours très simple. Donc là, ils vont nous permettre, par exemple, du split de payment, et ça va faciliter tout le développement du e-payment. Et là, on s'appuie sur une start-up africaine pour faire ça. On a encore lancé d'autres challenges sur le développement responsable et sociétal en Afrique, avec notamment, par exemple, donc notre dernier challenge, on a détecté une start-up comme Discovery, j'oublie la fin de son nom, Casey, pardon, Discovery Casey, qui est une start-up qui va permettre de proposer à des clients d'aller visiter ou faire des visites ou de bénéficier d'opérations dans les townships. Et ça, c'est quelque chose qui est très développé en Afrique et qui l'est moins ailleurs. Donc finalement, on s'adapte au travers de l'écosystème africain et des partenaires qu'on accompagne sur le terrain, sur l'Afrique, sur le continent africain. On s'adapte complètement aux besoins des clients sur l'Afrique, avec ces nouveaux produits. Merci à vous. Je vous poserai la question de savoir si c'est l'innovation qui peut aussi disrupter à terme le transport aérien, parce que c'est une vraie problématique en Afrique, bien évidemment. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une disruption du secteur pour le bien peut-être du développement économique du continent? Je vous poserai la question tout à l'heure. Alors Samir, je reviens vers vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça vous enseigne, cet exemple marocain et cet exemple mauricien, qui sont différents, mais qui tous les deux visent à aller vers l'excellence en quelque sorte? Est-ce que ce sont des modèles duplicables? Est-ce que vous pensez que c'est une réponse peut-être à ce que les bailleurs de fonds n'ont pas su faire sur l'Afrique, puisqu'on parlait des bailleurs de fonds tout à l'heure, et que c'est là ces pays qui ont su de manière intelligente se saisir de ces modèles porteurs pour la croissance de leur pays? Alors, justement, avant de parler du Maroc, là, si vous avez suivi l'actualité, il y a moins d'une semaine, donc ça c'est un sujet que j'avais couvert pour Le Point, il y a eu le lancement du plus gros fonds de VC dédié à l'Afrique, donc c'est Partech Africa, oui. Qui avait une taille cible de 100 millions, et finalement ils ont réussi à faire un effet d'entraînement tel qu'ils ont dépassé leur taille cible d'un tiers. Ils ont levé un peu moins ils ont fini leur souscription, leur tour de table à 130 millions pour financer des startups avec une thèse d'investissement très claire et très constante, qui est d'investir dans des startups africaines qui, pour aller vite, formalisent l'informel, qui permettent de rendre plus efficaces des secteurs entiers, des pans entiers de l'économie, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans les paiements financiers, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la santé, etc. En faisant le pari que pour eux, plus de 90% des économies africaines reposent sur l'informel. Il y a des gisements de création de richesses, de valeurs, d'emplois qui ne sont pas encore exploités, et les startups sur le terrain, avec leur agilité, peuvent inventer les modèles qui permettent de formaliser ces secteurs et de créer et de passer à l'échelle et de créer des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Et ça, c'est ce que les bailleurs de fonds ne voyaient pas auparavant, voilà, en quelque alors, sorte. Justement, ce qui est intéressant par rapport à ce fonds Partech Africa, c'est que la majorité des souscripteurs sont des agences de développement européennes. Donc là, l'AFD à travers la Proparco, l'Agence de développement économique de l'Allemagne, l'Agence de développement économique des Pays-Bas, la Banque mondiale à travers son bras financier. Et quelque part, ce qu'ils expliquent, c'est que finalement, les grands bailleurs se sont rendus compte, sont en train de changer de positionnement. Leur excuse traditionnelle lorsque les startups, les entrepreneurs venaient les voir, c'était de dire nous, en dessous d'1 million, voire même parfois en dessous de 300 000 euros, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, leur pari, c'est de se dire on va financer, on va
apporter des liquidités aux écosystèmes parce que et c'est un peu le pari qui est fait par Partech, mais aussi par d'autres acteurs de l'écosystème, qui est qu'il y a une validation de l'hypothèse du numérique comme créateur d'emplois et de richesse qui est en train d'être validée, acceptée par ces grands bailleurs de fonds qui autrefois ne finançaient pas ces secteurs. Et c'est en cela qu'on serait dans le collaboratif, Samir ? Alors oui, donc vous aviez eu la gentillesse de mentionner que j'ai monté un événement qui s'appelle Emerging Valley. Donc c'est seconde édition en 2018, donc c'était en novembre dernier. Il y a eu justement un partenariat fort avec l'AFD. Ils sont venus avec un programme d'accélération et de collaboration avec les startups africaines qui s'appelle le Social Inclusive Business Camp. Et on a fait ce pari-là, c'est de réunir à Marseille, qui est le territoire français européen, à mes yeux et aux yeux de beaucoup, le plus légitime vis-à-vis de la Méditerranée et de l'Afrique, au plan historique, au plan géographique, au plan sociologique, et de se dire, ces startups, souvent, ont besoin d'internationalisation et de s'ouvrir aussi vers les marchés européens, de les faire venir à Marseille. Pendant une semaine, elles sont accélérées par l'AFD avec beaucoup d'experts, des gens comme Jean-Michel Severino, Fatou Mataba qui a pris la parole précédemment, et de les mettre en relation avec des investisseurs, une quarantaine. Et donc ça, c'est complètement une vision nouvelle qui est apportée par l'AFD, qui est assez disruptive avec ce que faisait auparavant l'AFD, et donc qui va être reconduite en 2019 cette année pour cette édition. Et pour parler du alors, Maroc, Maurice, rapidement, c'est un modèle qui vous semble séduisant. Alors en deux mots, je peux en parler d'autant plus librement qu'on a eu la chance d'accueillir, donc on a fait venir 4 ministres africains digital à Emerging Valley à Marseille à The Camp. Il y avait le secrétaire d'État marocain chargé du digital, M. El Fardaous, et parmi les exemples d'intelligence collective où la puissance publique, le régalien, les grands groupes, les écosystèmes décident de travailler ensemble pour penser différemment la ville marocaine de demain, il y a la ville de Meknès qui est en train d'expérimenter à une échelle assez importante le digital, donc dans le cadre d'un plan de digitalisation des territoires du Maroc. Et la ville de Meknès a fait appel à un consortium de start-up africaines pour digitaliser ses services publics dans la mobilité, dans la santé, dans l'éducation. Donc ce consortium qui s'appelle Hosted by Africa, qui est une start-up, un consortium de start-up africaines qui s'est implanté au Maroc, qui est en train d'expérimenter l'optimisation des services publics et des services municipaux à travers digital. Et ce sont des Africains et des Marocains qui le mettent en place. Alors, Lamia, le Maroc, c'est quand même un pays tout à fait particulier, avec une économie relativement développée, enfin intermédiaire, un système politique stable. Est-ce que vous pensez que vous pouvez dupliquer votre modèle en Afrique subsaharienne, où on n'a pas toujours les mêmes critères? Est-ce que vous pouvez? Et est-ce que vous pensez que vous êtes véritablement dans un modèle ascendant, en quelque sorte, dans ce que vous proposez, en termes de gouvernance, en termes de transparence, en termes de fair value des deals économiques? Alors d'abord, par rapport à votre première question sur est-ce que c'est duplicable, c'est une question d'actualité parce qu'on a été sollicité il y a quelque temps par un autre pays africain pour l'accompagner dans la mise en place de sa place financière. Et on est ravis de le faire. On signera bientôt un MOU dans ce sens. On est ravis de le faire parce que d'abord, l'Afrique a besoin de plus de hubs, de plus de points d'entrée, de plus de places financières. En Europe, vous en avez dans tous les pays. En Afrique, il y en a seulement 4. Sur 54 pays, il y a 4 villes africaines qui sont reconnues comme des places financières par le Global Financial Centers Index. Johannesburg, Le Caire. Non, Cape Town et Maurice. Et Maurice, pardon. Et Maurice, effectivement, merci. Voilà. Et Casablanca est classé premier en Afrique. Oui. Alors, duplicable, oui, il y a des choses qui peuvent être duplicables, copiables. Le cadre légal, tout ce qui est hard, le cadre légal, le cadre réglementaire, le cadre fiscal, tout ça est copiable, tout ça est duplicable. Même le doing business, tout ce qui est climat des affaires. Donc, je vous donne un exemple. Donc, je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de fast track. Quand vous êtes à Casa Finance City, vous pouvez créer votre entité en 48 heures. Vous pouvez recruter autant de personnes que vous le souhaitez, autant de personnes étrangères. Pour les permis de travail, ils sont délivrés extrêmement rapidement. Les cartes de séjour aussi pour les personnes, les employés et les conjoints, les familles sont délivrés rapidement. Donc tout ça, ce sont des fast tracks qui pourraient être dupliqués. Alors, et d'ailleurs, par rapport à ça,
Nous avons aujourd'hui des accords, ce qu'on appelle nous nos partenariats sud-sud, des accords avec les API, donc les agences de promotion des investissements en Afrique, avec 17 pays. Et l'objectif pour nous, c'est de faciliter les affaires pour ces entreprises qui ont le statut CFC, qui sont basées à Casa, de faciliter les affaires non seulement au Maroc, mais également dans ces pays-là. Nous avons d'ailleurs un MOU avec Economic Development Board. Et alors pourquoi vous êtes ascendant? En quoi êtes-vous ascendant, madame? Pardon, j'ai pas fini de répondre à votre question sur oui, est-ce que c'est duplicable? Parce que donc je disais, tout ça peut être duplicable, mais il y a des choses qui ne sont pas duplicables. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des prérequis pour être un hub. La stabilité politique, la stabilité macroéconomique, la connectivité aussi, la connectivité notamment aérienne. Vous ne pouvez pas être un hub en étant un pays enclavé. La qualité des infrastructures, la qualité du cadre légal et réglementaire. Donc il y a un certain nombre de prérequis. Ce qui n'est pas duplicable aussi, c'est tout ce qui est soft. Donc l'intelligence collective de notre communauté, elle a une saveur particulière, elle a une caractéristique particulière qui n'existera peut-être nulle part ailleurs, parce que c'est ce qui fait d'ailleurs l'unicité de CFC. En quoi est-on un modèle ascendant? Oui. C'est une très bonne question, parce qu'au départ, on n'était pas un modèle ascendant, on était un modèle descendant, dans le sens où Casa Finance City, quand elle a été lancée en 2010, on a fait notre stratégie, on a recruté des entreprises CFC, on les supervise, donc on a aussi un pouvoir de supervision sur ces entreprises-là. Et donc, quelque part, c'était du one-way. Et évidemment, c'est nous qui octroyons un cadre, une offre, une proposition de valeur à ces entreprises-là. Et on s'est rendu compte qu'il faudrait que ce soit both ways, c'est-à-dire également que les entreprises puissent participer, parce qu'elles-mêmes, cette communauté-là est en soi un pilier de notre proposition de valeur. Et cette intelligence collective de la communauté ne peut pas se décréter, encore une fois, ce n'est pas du top-down, là c'est pour le coup du bottom-up. On ne peut le faire qu'en bottom-up, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut jardiner l'écosystème, mettre en place les conditions, et c'est quelque chose de totalement innovant pour nous, totalement nouveau. On s'est d'ailleurs associé avec des experts des écosystèmes pour pouvoir impulser cette dynamique. Et aujourd'hui, déjà, on voit que la communauté, au sein de la communauté, c'est un peu l'idée de l'auberge espagnole. Chaque entreprise ramène sa contribution, la partage avec les autres. Vous avez des entreprises qui ont des réseaux juste incroyables sur les pays africains, et ils sont prêts à les partager avec les autres membres. Monsieur Guibert, merci à vous, donc, Lamia, pour cette description extrêmement précise et concrète, bien évidemment, sur cette duplication et cette question du modèle ascendant. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous aussi, l'exemple marocain, vous qui êtes quand même assez cohérent aussi, pour ne pas dire totalement cohérent, Maurice, qu'est-ce qui vous manque encore? Quelle serait l'étape supérieure pour être effectivement toujours plus inclusif, toujours plus ascendant et toujours plus collaboratif, monsieur? Je pense que sur le plan collaboratif, justement, quand on a, vous savez, un certain nombre de smart cities qui se développent autour de l'île, et on le fait justement dans un modèle très ascendant. On parle avec l'ensemble des communautés, des villages, des gens qui sont opérationnels, les responsables des municipalités, et on essaye de voir justement de créer et de donner à chacune un objectif. Certaines seront pour la partie industrielle, d'autres pour la partie plus administrative et business et services, d'autres pour la high-tech. Et on essaye de le créer en plus de façon, je dirais, globale autour de l'île, et non pas de la concentrer juste dans une seule partie. Donc il y a un modèle effectivement ascendant, permanent, et je trouve que c'est un très bon modèle pour beaucoup, je dirais, d'activités. Dans le branding, par exemple, justement, de l'île, puisque je suis aussi en charge à l'EDB du branding, on essaie justement de faire participer tous les acteurs. Donc nous avons bien sûr un comité avec l'ensemble des représentants des différents ministères, mais nous avons aussi une task force, j'allais dire, avec des gens créatifs de l'ensemble des associations culturelles et créatives, pour justement, je dirais, dialoguer après avec des spécialistes pour pouvoir faire le branding et le déployer avec l'ensemble, je dirais, des médias dans le monde. Donc on essaye toujours d'avoir un modèle ascendant. En quoi les grands conglomérats mauriciens, qui étaient souvent basés sur le sucre, mais pas seulement, mais aussi le BTP, etc., peuvent y être associés, eux qui sont dans des logiques aujourd'hui d'internationalisation, notamment vers l'Afrique australe, Madagascar, Mozambique, etc. En quoi peuvent-ils encore mieux impliqués?
On a beaucoup de dialogue avec eux. Moi, je suis en poste depuis très peu de temps, mais la première chose que j'ai fait, justement, c'est de dialoguer avec les 10 responsables de l'association du textile. Il y a des associations de manufacturing. Il y en a 2 qui s'occupent de différents secteurs du manufacturing parce que c'est une activité très importante. C'est au cœur un petit peu et à la racine, je dirais, du développement à long terme d'un pays. Donc, je discute en permanence avec ces associations pour bien comprendre justement quels sont leurs besoins. Ils ont eux-mêmes tous leurs participants et leurs membres et on organise avec eux des missions. On va aller au Kenya, on va aller au Ghana, on fait un certain nombre de choses. On les amène avec nous dans un certain nombre de missions pour des foires expositions et pour des réunions pour des investissements étrangers à Maurice. Donc, c'est quelque chose que l'on fait en permanence avec eux et donc toujours avec l'ensemble des acteurs, Business Mauritius, la Chambre de commerce et bien sûr les associations de manufacturing. Donc, ce modèle ascendant est pour nous très important. Alors, Christina Ribaud, la suite pour Air France. Bon, souvent on dit que les compagnies aériennes en Afrique sont sur une rente, que peut-être vous pourriez être disrupté. Comment anticiper tout ça? Comment vous servir de ce nouvel écosystème et de ces nouveaux modèles porteurs, encore une fois, inclusifs, collaboratifs, ascendants, pour toujours avoir un avion d'avance pour Air France sur le continent? Bon, en fait, la concurrence, c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé, qui existe, y compris sur le continent africain. En Afrique qu'ailleurs. Non, elle existe aussi sur toutes les destinations qu'on dessert aujourd'hui en Afrique. D'accord. Je pense que c'est une bonne chose, parce que, et en particulier pour quelqu'un qui travaille dans l'open innovation comme moi, on est très ouvert à travailler justement pour construire des nouveaux modèles qui sont innovants et qui vont nous permettre d'avoir un temps d'avance sur la concurrence. Et l'objectif aujourd'hui, c'est avoir un temps d'avance sur la concurrence. Alors quand on dit être disrupté, je pense que déjà par définition, si on savait par où on serait disrupté, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Ça c'est clair. Et aujourd'hui, on voit quand même des nouveaux modèles qui émergent un peu partout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du NDC, le New Distribution Channel, qui offre des opportunités aux GAFA, entre autres, des Google Flight et autres qui peuvent venir effectivement nous disrupter. C'est autant de modèles, autant de nouveaux concurrents, nouveaux modèles de concurrents, parce que ce n'est même pas des concurrents classiques tels que des compagnies aériennes. Donc autant dire qu'en open innovation, on y est particulièrement ouvert justement. Et l'idée de l'open innovation avec des startups, c'est de pouvoir être les premiers, c'est de pouvoir être en veille permanente pour détecter là où on pourrait être les meilleurs et être surtout le premier à proposer un nouveau modèle et un nouveau produit qui va faire que notre business il va progresser. Et est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez prendre en Afrique, et après je poserai la question à Samir, qui serait en quelque sorte de l'innovation inversée, madame, et que vous pouvez dupliquer sur des pays plus matures, sur des zones plus matures, pardon. On le fait, oui, on le fait déjà, quoi. Je veux dire, on prend déjà des produits hyper innovants qu'on trouve en Afrique. Je dis les startups que je citais tout à l'heure, c'est quand même un produit hyper innovant. Bon, elle a gagné le prix Vivatech du président Macron. Voilà, c'est des produits hyper innovants. J'espère demain qu'elle sera une licorne. Et c'est bien ce type de produits qui vont permettre de faire exploser peut-être demain le e-commerce sur l'aérien. Donc et ça, on est en train de le dupliquer effectivement et de le faire progresser, y compris dans nos propres modèles en Europe. Et donc ça part bien de l'Afrique pour venir. On est vraiment en pont dans les deux sens. Samir, vous y croyez à l'innovation inversée? Je sais que vous mettez ça en avant, notamment dans votre initiative de l'Emerging Valley. Ou alors, bon, je vais être un peu caricatural, est-ce que l'Afrique est cantonnée, sera cantonnée à l'innovation de la bidouille, c'est ce que disent certains, ou à une innovation qui serait uniquement de l'innovation d'usage tant les retards sont massifs et donc on fait le saut de grenouille. Ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait nous apporter d'autres formes d'innovation en Europe, par exemple? Merci. Alors, donc là, j'en profite puisque nous Parlez bien dans le micro, voilà. Oui, j'en profite parce que nous sommes dans une chambre de commerce, dans une collectivité. Hier, j'étais en discussion, j'étais à la CCI de Marseille. Donc c'est la chambre de commerce d'ici. Et j'étais en discussion avec des responsables de la chambre de commerce qui sont partenaires d'Emerging Valley. Et ce qui est en train de se dessiner, ce qu'on veut faire en 2019 avec les collectivités autour justement de cette innovation du Sud qui peut s'internationaliser en Europe et qui viendrait d'Afrique, il y a une prise de conscience aujourd'hui sur le territoire ex-Marseille de jouer ce rôle de passerelle, de hub d'innovation émergente entre l'Europe et l'Afrique et l'Europe, mais au-delà de ça, et c'est ce qu'on va tester en 2019,
avec les collectivités, avec la Chambre de commerce, avec l'établissement public Euroméditerranée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire du prototypage sur l'urbain, transformer un peu ce territoire ex-Marseille comme une sorte de lab pour les usages européens qui pourraient aller s'implémenter au sud, mais aussi les usages africains qui pourraient s'implémenter dans les pays du Nord. Et ce qui est aussi intéressant, et ça c'est tout à fait récent, donc il y a vraiment un changement de paradigme dans cette approche justement collaborative et d'intelligence collective, c'est des grands groupes, des grands comptes, par exemple la CMA CGM, il y a donc ça là aussi c'est un fleuron du territoire qui ont siège social à Marseille. Il y a 2 semaines, j'étais dans l'incubateur qui a été créé en septembre, l'incubateur de la CMA CGM. Cet incubateur donc, était partenaire d'Emerging Valley qui veut aujourd'hui, qui a déjà commencé à sourcer donc plusieurs startups qui étaient à Emerging Valley ont intégré cet incubateur, des startups africaines, de la logistique, de la supply chain, qui sont sur la blockchain et qui vont tester avec ce grand groupe des solutions qui vont permettre à la CMA CGM, mais aussi à ces startups qui du coup vont avoir accès à de la data, à imaginer des solutions qui vont permettre à ce grand groupe de se déployer avec plus d'efficacité, en travaillant plus étroitement avec les communautés en Afrique. Et ça, c'est déjà en train d'être expérimenté à Marseille. Alors, il nous reste 5 minutes. J'aimerais bien que chacun vous répondiez sur 1 minute la question de la diaspora. Est-ce que vous pensez que les diasporas, vous avez vu le cahier tout à fait passionnant du Sian, 70 milliards dans le monde vers l'Afrique, 10 milliards de France, mais comment faire en sorte que cette diaspora investisse non pas dans les besoins des familles, même si c'est tout à fait louable, mais investisse bien évidemment beaucoup plus sur des fléchages porteurs de croissance et d'emploi. Est-ce que vous croyez que la diaspora peut s'inscrire, madame, mais elle veut peut-être aussi de la transparence, elle veut aussi une meilleure gouvernance, si elle veut placer ses billes dans le pays. Lamia, est-ce que vous pensez que la diaspora a toute sa place aujourd'hui et peut apporter quelque chose en termes de nouveaux modèles, de modèles porteurs pour l'Afrique ? Tout à fait. Nous, on le voit en tout cas au Maroc. On a un certain nombre de Marocains qui reviennent de l'étranger, qui font des entreprises d'ailleurs qui ont le statut CFC, qui participent à des initiatives structurantes sur l'innovation avec des grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, comme la BAD, etc. Mais en tout cas, clairement, oui. Enfin, je dirais, si c'était en 1 minute... oui, en 1 minute, malheureusement. Donc c'est clairement oui, et il faut peut-être mieux en avoir conscience. Je sais que le Maroc, c'est un des rares pays qui, par exemple, dans ses business plans, d'un point de vue étatique, prend en compte les recettes attendues de la diaspora. Et ça, c'est vous, je crois que c'est vous qui me l'avez dit, Samir, au téléphone, et ça, c'est tout à fait intéressant. Oui, oui, évidemment. Il y a une entité au niveau gouvernemental, un ministère qui s'occupe des MRE, des Marocains résidant à l'étranger. Et comment faire en sorte que ce soit plus fléché donc, sur ces nouveaux modèles. Alors, à Maurice, M. Guibert, c'est un peu différent, bien évidemment, mais il y a quand même les forts liens avec l'Inde, par exemple, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Et qu'est-ce que vous pouvez aussi leur apporter, encore une fois, en termes de business, en termes de gouvernance, en termes de transparence des affaires? Vous parlez de l'Inde ou vous parlez de la diaspora? Du monde indien, oui, du monde indien. Du monde indien. Il y a de la diaspora un petit peu partout dans le monde. Du monde indien. Et le bienvenu, nous avons effectivement un certain nombre de procédures pour pouvoir effectivement accueillir les talents qui veulent revenir. Nous en occupons. En ce qui concerne l'Inde, nous avons bien sûr une relation historique. J'étais d'ailleurs en Inde avec le Premier ministre il y a 3 semaines et j'ai vu, on a organisé un forum à Mumbai avec plus de 130 personnes pour la communauté d'affaires et on voit bien, je dirais, l'intérêt de l'Inde. Il y a des grands contrats gouvernementaux qui ont été signés depuis des décennies et qui sont extrêmement, je dirais, présents dans le territoire mauricien. Nous essayons maintenant de nous focaliser aussi sur la partie investissement privé et nous voudrions encore plus, je dirais, d'investissement. Et nous avons effectivement, en l'espace de quelques jours, trouvé pas mal d'investisseurs. Je ne vais pas les quantifier parce que c'est confidentiel, mais j'allais dire un certain nombre d'investisseurs qui sont prêts à venir effectivement faire à la fois soit du manufacturing, soit de la finance, soit un certain nombre d'activités dans le real estate ou dans les hôtels pour pouvoir effectivement se développer à Maurice. Alors, un mot rapidement avec vous, madame, du côté de chez Air France. Là aussi, la diaspora, indépendamment que c'est une clientèle, évidemment, que vous draguez, entre guillemets, pour voler sur Air France. Voilà, comment vous pourriez l'associer un peu plus à vos plans sur l'Afrique? Par rapport aux startups, c'est clair que les startups
africaines sont souvent aussi des startups qui ont, pour beaucoup aussi, pour certaines, fait des études en France et reviennent s'installer en Afrique pour développer les mêmes modèles en Afrique ou d'autres modèles, ou appliquer au continent africain ce qu'ils ont pu voir en Europe. Donc on a un vrai mouvement qui s'instaure et on le voit tous les jours dans les événements qu'on mène. C'est un vrai, enfin voilà, c'est toute la diaspora qui s'installe, un vrai plus. Et dans pareil au niveau de tous les investisseurs, dans les grands événements comme Africa Arena où on mène, il y a une grosse partie des investisseurs qui sont au niveau de la diaspora africaine. Mon cher Samir, pour conclure, sur la diaspora, par rapport à la comment diaspora, vous voyez les choses, donc, vous qui les avez rencontrés? Voilà, alors il y a un phénomène de fond qui commence à être pas mal documenté, de retour de talents de la diaspora, ce qu'on appelle en bon français les repatriates, qui reviennent, donc originaires d'Afrique francophone, anglophone, arabophone, qui reviennent investir ou entreprendre, devenir des mentors, prendre part à des projets, rencontrer des cofondateurs sur place, donc qui viennent apporter du dynamisme aux écosystèmes locaux. Donc ça, c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur et qui permet aussi de sortir du schéma classique où les gouvernements africains avaient un peu tendance, notamment dans les gouvernements où il y a une très forte diaspora, à uniquement compter sur la diaspora comme des sources de transfert de devises, Western Union, etc. Là, on est dans une démarche un peu plus inclusive. Mais par contre, j'aimerais quand même insister, et ça rejoint un des sujets qui était soulevé un peu plus tôt, c'est la question, donc faire revenir la diaspora, les talents, les cerveaux, ça c'est une bonne chose, mais il faut aussi savoir garder les talents qui sont formés dans les oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et notamment les business développeurs, voilà, les data scientists. Ouais. Il y a un mois, j'étais à Casablanca, j'étais dans l'incubateur, le Technopark de Casa. J'ai passé la journée là-bas à échanger avec l'équipe du Technopark et on a rencontré, il y avait une start-up dans la blockchain, une start-up marocaine, qui a réussi, elle a même été accélérée dans le Y Combinator dans la Silicon Valley, qui est revenue à Casablanca dans une démarche qui est un des meilleurs accélérateurs au monde et qui est revenu s'installer à Casablanca. Et donc on a longuement échangé. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est que son problème numéro un, c'est de garder les meilleurs. C'est de garder les... vous aussi, on va vous garder. Voilà. Tiens, voilà, il a son téléphone qui sonne. Les meilleurs data scientists, effectivement, les meilleurs développeurs. C'est de garder les talents. Qui ne soient pas attirés vers l'Europe. Il y a une université marocaine qui forme de très bons mathématiciens, notamment dans des data scientists, qui forment de très bons mathématiciens, qui commencent un stage, mais ensuite qui partent. Ouais. Parce qu'il y a des opportunités d'emploi en Europe, en Allemagne, etc. Et ça, c'est le vrai défi, c'est comment l'Afrique peut garder ses cerveaux qu'elle forme parfois en se saignant 80 et leur donner un avenir dans leur pays d'origine. Bien sûr, même problème en Tunisie par exemple. Bon, vous avez vu qu'au Nigeria, Google par exemple a fait le pari de former 100 000 développeurs sur plusieurs années, donc au Nigeria, comme quoi c'est possible. Eh bien, on va conclure. Je voulais juste vous lire les mots de Patrice Fonladoza, le patron du comité MEDEF du comité Afrique du MEDEF, qui a fait une tribune très très intéressante il y a quelques semaines, et il disait l'élément crucial, c'est de décentraliser le pilotage et la responsabilité de la gestion pour en garantir une appropriation, gage de pérennité, de création de valeur sur le long terme en Afrique et de répondre localement aux expressions locales des besoins. Il ne faut pas appliquer des modèles, mais bâtir en pleine acceptation avec les acteurs locaux, les services et l'économie de demain en Afrique. On les applaudit chaudement, ils ont été très très bons. Merci à eux.